La page de financement participatif Patreon est maintenant en ligne. Si vous souhaitez soutenir le podcast et contribuer financièrement à son développement, rendez-vous sur la page patreon.com/sens de la visite. Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art. Vous avez déjà vu une licorne ? Moi, jamais. Avant de rencontrer Fanny. Fanny Cohen-Moreau, la créatrice du podcast Passion médiéviste. Un jour, Fanny m'envoie un message. Elle voulait me parler d'une œuvre d'art, très chère à ses yeux, qu'elle considère presque comme une amie. C'est la Dame à la licorne. Cette tapisserie, âgée de plus de 5 siècles, est considérée aujourd'hui comme un chef-d'œuvre de l'art occidental. Au musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge où elle est exposée, c'est la star. Au milieu d'une des plus grandes collections d'objets et d'œuvres d'art médiévales, elle rayonne. Le rendez-vous est donc pris, en plein cœur du quartier latin, avec Fanny, à l'angle des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain. Devant le musée, elle m'attendait. Je sentais chez elle un mélange d'impatience et d'excitation à l'idée de me présenter son ami. Une fois passé le portique de sécurité, nous avons monté les marches du musée, emprunté un couloir sombre et obscur, et puis, en un instant, illuminé de toutes parts, la Dame à la licorne était là, face à nous, autour de nous. Avec Fanny, je vais enfin comprendre son mystère. Et là, on y arrive, et c'est trop beau. Je crois que ça va être la 10e fois que je viens, au moins la 15e fois que je viens au musée, j'aime beaucoup. Comme on est juste à côté de la Sorbonne, et j'ai été étudiante en histoire à la Sorbonne, en plus on a le pass gratuit. Du coup, je venais souvent, juste rentrer, marcher un petit peu, quand j'ai une petite heure ou une petite demi-heure, je venais beaucoup. Donc en fait, quand je viens ici, j'ai un peu l'impression d'être à la maison. J'aime beaucoup venir dans ce musée. Écoute, on va y aller, rentrons dans ta maison. Et il y a plein de citations sur le couloir qui y amènent pour préparer. Alors, il va falloir qu'on chuchote parce qu'il y a du monde. Mais c'est magnifique. En fait, on est dans une salle carrée où on a 6 tapisseries. Donc, il faut imaginer qu'elles font 3 mètres sur 3 mètres. Elles sont 3 mètres et demi sur 3 mètres et demi. Elles sont vraiment gigantesques. La lumière est tamisée et centrée surtout sur les tapisseries. Donc c'est pour ça qu'en fait, naturellement, on baisse un peu la voix. Ce qui est bien avec les tapisseries, c'est que ça absorbe un peu le son. Donc ça fait quelque chose de tamisé. Oui, tu me demandes de baisser un peu la voix, effectivement, parce que c'est vraiment, il y a une atmosphère vraiment de recueillement presque. En fait, les visiteurs, quand ils viennent ici, on est vraiment, et j'ai bien vu que toi, ça saisit aussi, c'est que comme ces tapisseries, elles nous dominent, elles sont plus grandes que nous, on est un petit peu impressionnés et on ne peut pas s'empêcher de les regarder un peu partout. Donc si tu veux, je te parle un peu de comment elles sont arrivées là et un peu pourquoi elles sont exceptionnelles. Au début du 19e siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Prosper Mérimée, qui était inspecteur des monuments historiques, a un peu repéré cette tapisserie qui était dans un château. Et il s'est dit, mais ça, il faut que ça soit dans un musée, c'est particulier. Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé au musée de Cluny. Pour comprendre un peu qu'est-ce que représente cette tapisserie pour les gens. Alors, on a 6 tapisseries, donc on en a 5 qui représentent les 5 sens. Donc, alors l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher et la vue. Ouais. Et on a une 6e qui est à mon seul désir, qui est un petit peu très mystérieuse. Et donc, ces grandes tapisseries, elles représentent à chaque fois la dame, qu'on appelle la Dame à la licorne, dans une situation symbolique en lien avec le sens. Donc soit elle est en train de toucher quelque chose, soit il y a de la musique, soit elle est face à un miroir.
Et on a sur chacune de ces tapisseries la fameuse licorne. Ces tapisseries, moi j'adore parce qu'elles sont donc très rouges et fleuries en fait, avec plein de petits animaux. Et ça d'ailleurs c'est déjà quelque chose que j'adore parce que dans la boutique du musée, ils vendent pas mal de cartes postales. J'ai une passion pour les cartes postales des musées. Et notamment, ils en vendent une où il y a tous les petits lapins de chaque tapisserie qui sont réunis. Et moi, je trouve ça très, très sympathique. Ces tapisseries, elles ont été restaurées il n'y a pas longtemps. Et ce qui fait que vraiment, dans les couleurs, dans les drapés, donc je disais, il y a beaucoup de rouge, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune. C'est vraiment très, très, très coloré. Ce fond rouge, il est assez particulier parce que il y a pas mal de tapisseries, donc j'en ai déjà vu pas mal, notamment au musée de Cluny ou dans d'autres musées. Mais ce fond rouge comme ça, c'est pas très commun. Bon, déjà, une première partie du mystère de cette tapisserie, c'est qu'en fait, il se trouve qu'il y a un texte où George Sand a parlé de cette tapisserie et disait qu'il y en avait 7 ou 8. Aujourd'hui, on n'en a que 6. Donc en fait, il y aurait déjà une part de mystère, voire de légende, sur où sont les autres tapisseries. Déjà, je vais un peu prendre ma casquette de vulgarisatrice d'histoire pour juste dire une chose. Très souvent, en histoire de l'art, on dit parfois « le mystère ». Alors en fait, souvent, c'est pas forcément un mystère, c'est juste qu'on manque de sources. Donc, faut pas trop s'affoler parfois en disant « il y a un secret caché ». Non, si on n'a pas les sources, forcément, il manque une partie de l'histoire. Donc voilà. Donc en fait, les légendes, c'est un peu combler le vide des faits historiques, quoi. Exactement. Faut aussi dire qu'on peut pas tout savoir. Il y a des gens qui arrivent. Un groupe scolaire, je pense. Non, en gros, un groupe de vieilles dames. Ce qui est pareil, ça fait autant de bruit. Attends, peut-être, j'ai une idée. Viens. C'est pas mal, là, dans ce coin. En fait, c'est que donc la pièce est ronde et au milieu de la salle, il a été mis des petits canapés et donc les visiteurs s'assoient, souvent prennent les petits panneaux explicatifs des tapisseries et ils regardent. Je te parlais de la 6e tapisserie à mon seul désir, qui est la plus belle pour moi, qui est, je crois, aussi la plus grande. Je suis en train de regarder, mais en fait, elles n'ont pas toutes exactement la même taille. La dame à licorne est au centre, elle a une dame à côté d'elle, la licorne, il y a un lion, il y a des petits animaux, il y a un petit chien qui a une vraie tête de petit chien à sa mémère. Là. Et derrière elle, c'est ça. Et derrière elle, il y a une sorte de petit chapiteau, dressé un peu comme une tente. Et il y a écrit dessus « À mon seul désir ». Et ça, moi, j'adore. Mais tu vois, de cette tapisserie-là, ce qui me capte tout de suite, c'est le bleu, le dégradé de bleu de cette petite tente. Il est magnifique. Il est plein d'éclats, plein de nuances, il brille. On dirait pas du tout que cette tapisserie a plus de 600 ans. Même si elle a été restaurée récemment, on dirait vraiment que c'est quelque chose qui vient d'être fait. La couleur là, qui semble la plus contemporaine, c'est ce bleu là qui est au milieu de tout ce rouge, ça capte. C'est comme s'il y avait de la lumière qui sortait de la tapisserie elle-même en fait. On peut vraiment se perdre dans les détails, donc dans je crois qu'il y avait eu des études sur toutes les espèces de fleurs et d'arbres et de plantes qui sont représentées. Bon, bien sûr, les animaux, je vous ai dit ma passion pour les petits lapins, mais il y a aussi donc les petits chiens. Il y en a un où il y a une où il y a un singe. Je crois qu'il y a une chèvre. Il y a vraiment plein de petits animaux comme ça un petit peu partout. Et toujours au centre, la dame qui est habillée de façon à chaque fois différente, avec des habits bien sûr magnifiques. Enfin, c'est clairement une noble. Elle a des petits chapeaux à chaque fois. C'est vraiment très 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 beau. Moi, on s'y perd. On a l'impression que toutes les tapisseries sont à la fois similaires et ultra différentes aussi. Il y a le même motif végétal, animal, la dame, la licorne. Et puis quand on s'arrête et qu'on les regarde une par une... À chaque fois, quand je reviens, j'ai l'impression de redécouvrir un détail de ces tapisseries. De dire, ah bah tiens, j'avais pas vu celui-là. Ah tiens, j'avais pas vu ce petit détail à tel moment. D'ailleurs, on voit un petit peu que certaines parties des tapisseries ont été un peu plus restaurées. Des endroits où le rouge du fond est un peu plus brillant par rapport à d'autres. Il y a eu plusieurs campagnes de restauration de cette tapisserie. Et heureusement, parce que c'est vraiment un beau trésor qu'on nous présente. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu l'as vu ? Pas précisément, mais je pense que ça devait être en 2012-2013. Et je pense que j'ai un peu ressenti ce que je ressens encore maintenant. C'est-à-dire une envie de juste m'asseoir et de regarder. Je disais au début que cette dame à licorne, c'est un peu comme une amie. Et en fait, je l'aperçois vraiment comme ça. C'est comme si je venais rendre visite à quelqu'un, dire « Bonjour, alors comment ça va aujourd'hui ?»
Et quand je remarque un nouveau détail, ben voilà, c'est une information, une nouvelle qu'elle me donne à chaque fois. Et j'aime beaucoup aussi regarder les gens la regarder. C'est là où en fait, le Moyen-Âge peut nous toucher encore aujourd'hui. C'est, je pense, pour ça qu'on se sent encore parfois proche de certaines symboliques du Moyen-Âge, c'est que ça nous parle encore au cœur. Là, vraiment, c'est au cœur qu'elle parle, la tapisserie. Quand je viens, en fait, je viens même retrouver l'ambiance du lieu, parce qu'en plus, d'ailleurs, il y a un truc que j'aime bien, c'est que lors de l'entrée, donc à côté du panneau explicatif qui présente en gros la licorne, il y a une corne qui doit bien faire, je sais pas, 2 mètres de haut. Oui. Et qui, en fait, est une corne de narval. Donc le narval, bon, déjà, c'est le seul animal qui commence par N, donc big up à tous les années de petit bac au lycée. Mais je trouve ça très marrant qu'ils aient mis ça, qu'ils aient mis une corne de narval. C'est comme pour dire, regardez en fait cette tapisserie qui est, voilà, c'est de la fiction, c'est de l'irréel, mais en fait, on place un petit détail dans la salle, comme ça, elle n'est pas forcément au milieu de la salle, hein, cette corne de narval est toute dressée, tu vois, elle est plus grande que nous. Mais j'aime beaucoup en fait cet élément de mise en scène, de muséographie qui fait dire, est-ce que c'est pas plus réel que ce que vous pensez ? Voilà, on peut un peu explorer qu'est-ce que pouvait représenter la licorne pour les gens du Moyen-Âge aussi. Et toi d'ailleurs, pourquoi tu es complètement passionné de Moyen-Âge comme ça ? J'ai toujours beaucoup aimé Tolkien. Ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup attirée. C'est que le Moyen-Âge, on est donc en gros de 500 à 1500. Donc c'est 1000 ans, et en termes de 1000 ans, tout s'est mis en place. Bon, des choses aussi pratico-pratiques que l'impôt. Hein. Bon, ça, c'est pas forcément fun. Ce qui m'a attirée, donc, d'abord, c'est tout ce qui était un peu la réécriture du Moyen-Âge qu'a pu faire en partie. Hein. C'est pas du tout à partir de ça qui s'est basé seulement, mais Tolkien. Et que, il y a quelques années, il y a une série qui a pas mal marché qui s'appelle, je crois, Game of Thrones. Voilà. Je connais pas. Et voilà, c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que c'est pas tout à fait fini le Moyen-Âge. Pas dans le sens où c'est encore aujourd'hui, mais c'est que y a encore des choses à explorer, il y a encore des choses à étudier. C'est qu'on a l'image que le Moyen-Âge est une période pourrie, où il s'est rien passé, où on a été dans la boue et tout ça, les invasions barbares, la peste et tout. Alors non, il y a ça, mais comme pour toutes les époques. Le Moyen-Âge, il y a les cathédrales quand même. Si vous n'avez jamais été à la Sainte-Chapelle à Paris, si vous avez l'occasion, mais voilà, vous êtes passage à Paris, ou vous avez un moment, un après-midi en semaine, parce qu'en semaine c'est mieux, il y a moins de monde, mais allez à la Sainte-Chapelle à Paris et vous allez comprendre en quoi le Moyen-Âge c'est magnifique. Je pense que quand je vais à la Sainte-Chapelle, j'ai un peu la même impression qu'ici. En fait, c'est le côté waouh, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Et donc, mais bon, bien garder en idée que ce qu'on voit là, à la base, c'était réservé qu'à très peu de personnes. Et aujourd'hui, on peut tous voir ça. Tu parles des cathédrales, là, des tapisseries. C'est grâce à l'art, aux créations artistiques qu'on peut garder le meilleur, le beau, l'esthétique d'une époque. En fait, c'est aussi, on a conservé par choix. Enfin, par exemple, il y a quelques années, j'étais allée à San Francisco, aux États-Unis. J'étais en pleine rédaction de mémoire et j'étais allée en vacances un moment. Et ça m'avait énormément perturbée parce qu'en plus, je travaillais sur un manuscrit de la fin du XIIIe siècle, donc 1270. Et je me disais, quand j'étais aux États-Unis, tout ce que je vois autour de moi est plus jeune que le manuscrit que j'étudie. Et c'est incroyable, quand on dit que tout ce qu'il y a aux États-Unis a moins de 300 ans, c'est vertigineux. Moi, ça m'avait vraiment retourné. Mais pourtant, au XIIIe siècle, il y avait des choses dans ces zones-là, mais qu'en fait, ça a été supprimé, ça a été remplacé. On a fait le choix d'y mettre autre chose. Donc, l'histoire, c'est vraiment une écriture. L'histoire qu'on a aujourd'hui, ce qu'on y écrit dans les manuels, ça a été écrit par des personnes. Ce ne sont pas seulement les faits, c'est une version des faits, c'est une interprétation des faits. On dit souvent que l'histoire est écrite par les gagnants, par les hommes aussi. Tu vois, si on a si peu de femmes dans l'histoire, c'est pas un hasard. Elles étaient là, mais c'est juste qu'on a choisi de pas écrire leur histoire. Donc bon, je vais un peu loin, mais en fait vraiment c'est que tu vois le cliché du Moyen-Âge comme quoi les femmes sont pas présentes. En fait non, c'est juste que ça a été écrit par des hommes et qu'aujourd'hui des historiennes depuis une vingtaine d'années font ce qu'on appelle les gender studies. Par exemple, se rendent compte que les femmes étaient beaucoup plus libres au Moyen-Âge qu'elles ont été après. Donc là, aujourd'hui avec la Dame à licorne, je suis contente aussi de voir une femme qui est présentée comme ça. En plus, souvent, elle a une servante aussi qui est avec elle.
elle n'est pas seule, tu vois, et elle est en majesté. Et elle est dominée par aucun homme, si ce n'est par le regard de celui qui l'a tissée. Donc finalement, elle symbolise un petit peu tout ce que t'aimes dans l'histoire médiévale. Oui, même si mon mémoire était sur un tout petit manuscrit d'un document de gestion d'une seigneurie, un truc qui est pas du tout esthétique, qui est rien. C'est un ancien Picard. C'est écrit avec des K et des W. C'est un truc qui est pas très important pour l'histoire, tu vois, mais que j'ai eu un attachement fou pour ce manuscrit parce que, voilà, c'est 40 pages, c'est un peu un format A4, tu vois, il est vraiment pas très grand. Et tu dis qu'en fait, entre moi et la personne qui a écrit ça, il y a peut-être une dizaine de personnes qui ont touché ce manuscrit. J'avais travaillé dessus avant de le voir et quand je l'ai vu la première fois, je crois que j'ai pleuré de joie. Parce que je me disais, mais là, j'ai entre les mains quelque chose qui a 800 ans. Et ça, encore une fois, il y a du vertige. Tu dis, mais c'est incroyable. On ne peut pas souvent toucher quelque chose qui a 800 ans. Et c'est limite un voyage dans le temps. J'aime bien les grosses patounes des lions, en fait, ça fait vraiment lion. Moi, ce que j'adore, c'est le chihuahua. Parce que lui, il est très contemporain. C'est vraiment très impressionnant. Je crois que ça, c'est censé être un léopard. Ce qui est drôle, c'est qu'au Moyen-Âge, les animaux, ils sont parfois représentés de façon un peu aléatoire. Là, on a un lion. Mais le mec qui a tissé ça, il n'a jamais vu de lion. Il ne sait pas à quoi ça ressemble un lion. Il n'a pas vu de photo. Ce qui fait que, là, ça va, il est encore ressemblant. Mais quand on voit parfois dans des manuscrits, on voit un lion, ça n'a pas du tout une tête de lion. Le plus drôle, c'est avec les éléphants. Les éléphants, c'est trop drôle si vous voyez des enluminures d'éléphants au Moyen-Âge. Parce que parfois, on dirait qu'ils ont une gigantesque trompette. Les lapins, les chiens, ça va, ça, ils connaissaient. Mais tu vois, là, il y a un truc, je me demande si c'est pas censé être un léopard ou un renard. Et ça a une queue longue, un peu comme un marsupial. Là, j'avoue, je sais plus ce que c'est celui-là. Mais ça me fait beaucoup rire parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qui est passé dans la tête de celui que... Où là, il y a une sorte de... On dirait un chien avec une barbichette comme une chèvre et avec une queue longue comme une queue de lion. Mais en fait, la licorne, elle est presque plus réelle que le lion, que l'enlumineur n'avait jamais vu, comme tu dis, sûrement. Mais toi, t'as déjà vu une licorne? Merci à Fanny de nous avoir transmis sa passion pour l'histoire médiévale avec ce témoignage devant la Dame à la licorne. Continuez à découvrir ou à redécouvrir cette époque si riche en écoutant son podcast Passion médiéviste, c'est la référence en la matière. Et puis venez visiter le musée de Cluny, bien sûr. Situé en plein cœur de Paris, il concentre à la fois des objets médiévaux, une chapelle de style gothique flamboyant, des thermes antiques qui comptent parmi les vestiges les plus monumentaux du nord de l'Europe, et bien sûr, la tapisserie de la Dame à la licorne. Une expérience unique de visite qui vous fera traverser les siècles. Suivez toute l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.